Une vidéo aujourd'hui peut-être pour, je dirais faire le point sur, là où j'en suis, où ce «je suis» en est. Ça veut rien dire. Hem et déjà peut-être, vous remercier. Remercier toutes celles et ceux qui m'envoient des commentaires. Tous ces commentaires sont très utiles. Je dis bien tous, j'y inclus vraiment tous les commentaires et même les plus surprenants, je dirais. J'ai reçu, à plusieurs reprises une demande en mariage, par exemple, et peut-être que je reviendrai sur celui-ci. Donc merci, merci beaucoup. Hem, j'ai commencé ces partages vraiment dans un élan, vraiment très, j'ai envie de dire très très puéril. Je dis moi-même, que je suis, en maternelle sur ce chemin, sur cette école dans cette école de la vie. Et pourquoi puéril? Parce que voilà, c'était un élan très spontané, très innocent, très naïf même. Je ne savais même pas comment on publiait une vidéo sur, sur YouTube. Bref, et je vois à quel point ces partages, me font moi-même avancer sur ce chemin, et j'avais justement envie de revenir. Qu'est-ce que c'est ce chemin? Notamment parce que j'ai reçu une question très intéressante de Sylvie. Je l'ai recopiée pour, ne pas la déformer, et parce que la manière dont elle est rédigée montre déjà, un grand discernement. Donc je reprends cette question de Sylvie. Pensez-vous honnêtement avoir réalisé votre vraie nature dans sa totalité, ou êtes-vous sur le chemin de l'éveil, en prenant conscience, peu à peu, sur la réalité absolue? Il y a beaucoup de choses dans cette question. Et je dirais, comme à mon habitude, j'ai toujours énormément de mal à dire oui ou non. Moi, c'est toujours un entre-deux. Je n'ai, et même avant l'éveil, c'est de plus en plus le cas, je n'ai, je pense, jamais eu d'avis tranché sur la moindre question. Même quand il s'agissait de faire des choix, j'avais déjà cette intuition, je dirais, qu'aucun choix n'était une évidence, dans le sens où je pressentais que même quand j'avais l'impression de faire un choix, c'était lié à tellement de contextes, de circonstances, etc., que voilà, bref, j'espère que je vais pas trop m'égarer. Je vais revenir à la question donc de Sylvie, à laquelle j'ai répondu en commentaire. Alors, réalisez votre vraie nature dans sa totalité. Ça, je peux répondre non. Alors, revenons à cet événement que l'on qualifie d'éveil. Et je ne pense pas avoir à aucun moment dit ou écrit « je suis éveillée ». Pourquoi? Parce que alors, ce n'est pas Amélie qui s'est éveillée, qui aurait même pu s'éveiller. L'éveil, ce que je qualifie d'éveil, c'est ce moment que je peux précisément dater, qui a marqué un avant, un après dans l'expérience de vie d'Amélie, qui a été suffisamment, on va dire, radical, dans le sens où il n'y a plus de retour possible en arrière après cet événement, et je vais expliquer. Donc pour moi, il y a eu éveil. Et cet éveil, c'est un moment suspendu où la conscience que je suis, c'est d'un seul coup reconnue en tant que tout ce qui est. Il y a eu donc reconnaissance de « je suis » en un je impersonnel. C'est-à-dire que
ce je suis, tout cela, tout ce qui est, c'était à la fois un je que je connaissais déjà, puisqu'il avait toujours été là dans toute expérience. C'est ce qui ne change pas en vous, ce qui est immuable. Et en même temps, c'est un je débarrassé en quelque sorte de l'impression d'être une personne séparée. Il y a eu en même temps ce mouvement de dissolution de la croyance d'être une personne séparée, avec tout le fardeau, je dirais, qui était associé à ce petit moi, à ce moi personnalisé. Et donc ça, c'est radical parce que c'est un peu comme l'analogie de la corde et du serpent que vous avez peut-être déjà entendu. Mais voilà, quand on a cru si longtemps, on avait pour habitude de croire en ce moi, c'est voilà, comparé au fait d'avoir cru à un serpent. Tout semblait indiquer qu'il s'agissait d'un serpent. La forme et du coup l'émotion, la pensée, c'est un serpent, et l'émotion associée, ressentie dans le corps, il y a un serpent. Et on compare l'éveil à « Ah mais non, en fait, il n'y a pas de serpent, c'est juste une corde. » Donc là, je dirais c'est « Ah mais non, en fait, il n'y a pas de petit moi, c'est juste une habitude du mental de construire cette impression d'un moi. C'est juste une habitude de fonctionnement qui est vue pour ce qu'elle est. » Et c'est radical parce que... Alors, c'est radical parce que on a vu que ce moi n'existe pas, qu'il n'a pas d'existence propre, au même titre que ce monde n'a pas d'existence propre, c'est une construction mentale. Pour autant, donc ça c'est la deuxième partie de la question de Sylvie, sur le chemin de l'éveil, prenant conscience peu à peu sur la réalité absolue. Alors, je reparlerai un peu de cet absolu, de vraie nature, etc. Donc l'éveil, c'est reconnaître je suis cela, et c'est un jeu impersonnel. Et c'est radical parce que, alors, même si, après l'éveil, en tout cas je parle avec l'expérience là qui est vécue par, en l'occurrence, le personnage Amélie, mais qui n'a pas d'existence en tant que personne séparée, c'est l'expérience vécue par ce corps mental qui, dans l'existence, a été prénommé Amélie par ses parents, mais qui se vit maintenant depuis ce je suis impersonnel. Et il y a sur le chemin encore des moments où, j'ai parlé de ces contractions corporelles, où, par habitude, ah mince, ah, c'est un serpent, ah non, c'est une corde, vous voyez, c'est des réflexes qui, mais tout de suite, ils sont dissous. On a vu, et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Donc ça continue d'évoluer, c'est pour ça que je parle de chemin d'éveil. Après l'éveil, il y a un discernement à faire dans la vie quotidienne, dès lors qu'il y a un mouvement de contraction qui vient rappeler que les vieux schémas, les vieux mécanismes, les vieilles habitudes se manifestent de nouveau. Et s'il n'y a pas refus de cela, il y a accueil, ça se dissout à la lumière de la conscience que je suis. Alors tout en blablatant, là, tout en parlant, je pense à ces commentaires qui parfois réveillent en moi justement cette petite contraction de « Ah oui, là je l'ai dit comme ça, et de ce fait la personne a compris cela,
l'interprète comme cela, et peut-être que je vais trop vite, peut-être que je suis trop radicale, peut-être. Et voilà, le doute, les vieux conditionnements qui reviennent. J'ai mal fait, c'était pas parfait. Ah mon Dieu, j'ai pas parlé de cela. Et blablabla. Mais c'est parfait. Quand je vous dis que tous les commentaires sont parfaits, c'est que voilà, ça aussi, ça vient réveiller, ça vient appuyer sur des petits boutons encore actifs de conditionnement, de croyances, de fonctionnement égotique sur j'aurais peut-être dû dire les choses ainsi. Donc ça laisse comme s'il y avait eu le choix dans les mots qui sont employés. Bon. Alors revenons à la question de Sylvie. Est-ce que j'ai réalisé ma vraie nature dans sa totalité ? Alors déjà, qu'est-ce que la vraie nature dans sa totalité ? J'utilise souvent le mot conscience. Je suis cela, la conscience, parfois la présence peut-être. Est-ce que c'est la vraie nature dans sa totalité ? Vous avez peut-être entendu notamment la réalisation du soi avec un S majuscule à soi. Alors là, je vais rentrer dans on va être dans une zone peut-être qui va venir encore plus perturber votre mental, mais quand il y a eu éveil, la conscience, je suis, c'est reconnu. Ah mais oui, je suis, c'est ce qui a toujours été et c'est tout ce qui est. Et il n'y a rien d'autre à chercher. C'est ça aussi que je voulais dire. L'éveil, ça marque vraiment la fin de cette recherche. Et je reviendrai à cette recherche. Et ce je suis, vous voyez, cette conscience qui revient à elle-même, je dirais, elle est... On parle aussi de l'observateur, du témoin. Elle observe, elle accueille toute la manifestation, et elle est la manifestation, elle est consciente d'elle-même. Donc en quelque sorte, elle est à la fois le sujet et un sujet capable qui a conscience de lui-même. C'est un peu... Donc on est déjà dans une manifestation, dans quelque chose qui finalement est à la fois sujet et objet, en quelque sorte. Et, alors je vais avoir du mal à en parler de manière très précise parce que c'est de l'ordre d'un pressentiment ici. C'est qu'il y a quelque chose en amont, un néant que j'ai évoqué dans la vidéo « Ce monde existe-t-il enfin, je sais plus, a-t-il une existence propre ?» quelque chose comme ça. Ce néant qui finalement est en amont de la conscience. Non pas un amont dans l'espace ou le temps qui n'existe pas, qui n'ont pas de réalité, un amont en essence. Donc un absolu qui est tellement plénitude, tellement plein, tellement complet, qu'il n'y a même pas émergence d'une conscience d'être, d'un témoin en quelque sorte. Bon, là on rentre dans des subtilités, donc réaliser sa vraie nature dans sa totalité, je dirais que non. Là il y a eu éveil à la conscience, je suis, tout cela, et donc il n'y a plus rien à chercher. Êtes-vous sur le chemin de l'éveil en prenant conscience peu à peu sur la réalité absolue ? Oui, je suis en chemin. Depuis cette prise de conscience radicale qu'il n'y a personne, eh bien, ça évolue. J'apprends à discerner, j'apprends à être accueil. Et j'apprends du coup à
quoi il fait référence? Est-ce que c'est la conscience qui apprend? La conscience, vous voyez, c'est pour ça que j'ai du mal à dire je suis éveillée, parce que même si ce je suis était la conscience n'est pas une quantité, n'est pas plus ou moins éveillée, n'est pas... Elle est. Elle est, et elle expérimente une expérience, je me répète, elle expérimente dans une vie humaine, voilà, dans une vie humaine, le fait de la reconnaissance de qui elle est. Elle n'a pas besoin de s'éveiller, la conscience. La conscience, elle est. Et où est-ce que je voulais en venir? Oui, donc qui apprend, c'est... Je dirais, c'est d'expérimenter depuis l'immobilité, depuis le je suis immuable, d'expérimenter des mouvements égotiques qui continuent à se manifester et de les accueillir pour les dissoudre. Alors non pas pour les dissoudre, de les accueillir, et l'accueil total les dissout, il n'y a rien à faire. Et du coup, ce il n'y a rien à faire m'amène à revenir sur la question du chemin d'éveil, parce que je reçois beaucoup de commentaires, et je pense en particulier à l'un d'entre vous, sur les questions du savoir, de la connaissance et de la compréhension. Revenons au début du chemin, avant l'éveil. La première fois que j'ai entendu parler de l'éveil, je l'ai évoqué, c'est la lecture du livre d'Eckhart Tolle. Et je suis entrée sur ce chemin pleine d'allant, pleine comment on dit, de motivation. Dans motivation, il y a mouvement, vous voyez, pour d'abord recueillir un maximum d'informations sur le sujet. Il y a eu un appétit énorme, une boulimie de savoir, justement, des lectures, j'écoutais plein de choses, je m'inscrivais à des formations, à des partages, etc., dans une soif d'apprendre. Donc ça a été le premier mouvement, apprendre, parce que ce sujet, il a tellement de facettes différentes, tellement d'approches différentes, que pour moi, c'était vraiment une source déjà de plaisir intellectuel à découvrir, et puis de me dire, mais je ne sais rien, il faut que j'apprenne un maximum sur le sujet pour pouvoir, moi aussi, comprendre. Et puis, il y a eu d'abord constat que cette quête d'apprentissage serait sans fin, parce qu'il y a tellement d'approches différentes, tellement d'informations sur le sujet, et aussi, et ce qui était rassurant d'ailleurs, c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, mais ça parle toujours de la même chose finalement, de manière différente, mais je sentais qu'il y avait au cœur de toutes ces façons de partager une vérité. Et donc après, le mouvement, ça a été non plus d'apprendre, mais de la comprendre. Il y a prendre également dans ce mot. Comprendre, donc, ok, il y a plein de voies différentes, mais je vais me focaliser sur une approche et je vais essayer de la comprendre le mieux possible. Donc, comprendre, c'est analyser chaque mot. Parfois même, j'écrivais les définitions, voilà, un peu de manière très scolaire en fait, comprendre. Alors, c'est quoi ce mot? Et c'est une approche très mentale, puisque le mental va comparer le mot
avec la signification qu'il lui donne par rapport à la... mais là, il y a plein de choses qui rentrent en... Par exemple, le simple fait que vous soyez un occidental, un mot va avoir une définition qui ne sera pas la même chez une personne d'un autre continent, par exemple. Par exemple, le mot esprit. Alors, il y a les esprits, on peut dire les fantômes, l'esprit analytique, l'esprit de contradiction, faire de l'esprit, etc. Vous voyez, il y a plein de manières de comprendre un mot. De même, le mot conscience, peut-être que chez certains, alors j'ai eu un commentaire « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il me semble que la manière dont le mot a été utilisé fait référence à la conscience du bien et du mal, qui n'est de ce fait pas la même définition que la conscience à laquelle je me réfère, enfin quand je dis la conscience que nous sommes tous, etc., c'est encore un peu c'est différent. C'est différent de... bon, bref. Donc, cette compréhension mentale, je ne dis pas qu'elle est à jeter à la poubelle, rien n'est à jeter. Elle a son utilité, parce que je dirais que là où j'en suis maintenant, ça prépare le terrain en quelque sorte, d'avoir une compréhension de certaines notions, voilà, pour savoir un peu où on va. Mais je dirais qu'il y a un moment où cette compréhension, où ce désir de compréhension, ce vouloir, ce qu'on peut retrouver également dans la volonté de pratiquer, ça peut être la méditation, de pratiquer quelque chose pour enfin atteindre l'éveil, pour... Tout cela va en quelque sorte être l'obstacle, dans le sens où ce mouvement, il part d'une volonté, il part d'une intention d'aller vers. Et il renforce en quelque sorte certains des mécanismes égotiques, mentaux, qui cristallisent l'idée qu'il y a une personne qui doit faire quelque chose, qui doit comprendre, qui va faire tout ce qu'il faut pour. Et vous voyez, cette cristallisation autour de la croyance qu'il y a un moi, un petit je, à qui l'éveil va, enfin, qui va même atteindre lui-même l'éveil, eh ben c'est l'obstacle en fait. C'est l'obstacle à la dissolution justement. Et je sais que c'est pas une bonne nouvelle pour certains d'entre vous qui... Et je le dis parce que j'ai été comme ça. J'étais dans cette démarche de vouloir atteindre, de vouloir... Et de ce fait, il y avait aussi, quand j'entendais « il n'y a rien à faire », ce n'est pas la personne qui s'éveille, c'était très désagréable. C'était même presque désespérant, dans le sens où je me disais « Ah oui, donc en fait l'éveil, c'est une grâce qui est accordée à certains et pas à d'autres. » Et que en gros, j'ai pas d'autre choix que d'attendre que la grâce me touche, et peut-être qu'elle me touchera pas. Et vous voyez, ça venait, voilà, peut-être éveiller un sentiment d'injustice et du désespoir. Alors, que faire de cela ? Quand vous... Je ne sais pas si vous jardinez, mais quand on jardine, on prépare la terre, on prépare le sol, on fait en sorte que la graine que l'on plante dispose d'assez d'eau. Et puis, il faut laisser faire ensuite. On ne peut pas forcer,
on ne peut pas avoir une action ensuite sur tout ce processus de germination qui va se faire de lui-même. Cet exemple me vient parce que, avec le recul maintenant, il me semble que l'éveil a pu se produire dès lors qu'il y a eu un ras-le-bol, une fatigue, un renoncement à l'idée que j'allais, moi, Amélie, réussir à comprendre quelque chose et à atteindre l'éveil. Et ce renoncement, il était comme une abdication. Je dépose les armes. Je me fous la paix. Et c'était pas empreint d'une forme de résignation qui est teintée de refus justement, ou de la volonté de ne plus vouloir. Parce que ça peut être aussi, ah bon, bah non, donc il ne faut pas vouloir, donc je vais arrêter de vouloir. Mais vous voyez, il y a aussi une volonté de ne plus vouloir, ou une absence de volonté, enfin bref. C'est subtil, hein, je vous l'accorde. Mais quand j'ai contacté Max Verham pour ce one-to-one, c'était un peu, je rigole parce que, comme me jeter dans la gueule du loup. Non pas que Max soit quelqu'un de... C'est un gentil petit loup, Max. Mais je pense qu'il y avait ce côté casse-cou en moi qui... Allez, je tente le tout pour le tout. Je prends un one-to-one avec Max et advienne. Et advienne ce qui adviendra. Et voilà, mais j'avais pressenti en quelque sorte que Max ne ferait qu'une bouchée de mon ego. Donc c'était une forme d'abandon, vous voyez, je me jette à l'eau, là, je lâche prise, je reprends l'image de l'escalade où on est accroché à la prise et on se détend. Donc, comment je vais me sortir de ça? Donc, oui, c'est ne plus vouloir, ne plus se laisser complètement s'abandonner dans les bras de je ne sais pas. Et ça pour un mental qui a appris à fonctionner, enfin un mental, pour quelqu'un on va dire, qui a appris à fonctionner à la force de sa volonté. Et quand c'est là je parle d'Amélie aussi, hein. C'était comme ça qu'Amélie fonctionnait. Parce que la vie nous en a fait baver et on s'en est sorti à force de volonté, à force de comprendre, d'apprendre à vivre, à force de courage et de ténacité. Oui, peut-être, certainement, c'est ainsi que l'expérience s'est présentée pour vous. Et je vous le redis, il y a un moment où on observe que ce fonctionnement ne rend pas heureux. Ce fonctionnement, il est lourd, il est épuisant. Et d'ailleurs, je pose la question, qu'est-ce que vous cherchez en fait? Ici, il y avait l'envie profonde, alors une envie d'absolu, parce que la vie avait toujours un goût de trop peu quand elle était vécue depuis le mental.
il y avait cette quête de vérité, dans le sens, quelle est la vérité? Quelle est enfin la réponse au mystère de la vie? Donc une quête d'absolu en quelque sorte de est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que ce que l'on voit sous les yeux? Enfin voilà. Et aussi l'envie vraiment de goûter à la paix, la joie et surtout l'amour, parce que cet amour justement, et ben voilà, parlons de cette demande en mariage que j'ai reçue en commentaire, qui m'a beaucoup surprise. D'ailleurs, j'ai ri parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de commentaires. Et en même temps, tout en riant, je me disais, mais d'ailleurs, ce rire m'a interpellée parce que j'ai senti qu'il y avait un peu de jugement, vous voyez, un peu, pas de la moquerie, mais presque, bon bah ce genre de commentaires, en gros, oui, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? En gros, je parle de non-dualité, et on me demande en mariage. D'ailleurs, vous voyez, dans les émotions, j'ai pas abordé ce sujet, mais bien sûr, les émotions continuent de se produire après l'éveil. La différence, c'est que... Voilà. Oh là là, il y a plein de choses. Ça fait déjà 31 minutes, au secours. Parce que j'ai eu aussi cette remarque lors d'une vidéo, voilà, il y a une émotion qui a pu être, comment dire, constatée de votre part. Et moi, voilà, les émotions naissent, meurent, ce sont des phénomènes. De ce fait, ces émotions qui peuvent être également de la joie, par exemple. Alors, il y a la paix, l'amour et la joie, qui ne sont pas des états, qui sont des termes que l'on emploie pour caractériser, pour décrire l'essence de ce je suis, mais qui ne sont pas des états, qui par définition sont passagers. Et depuis cet état, je suis, la paix, l'amour et la joie, il y a des émotions qui se manifestent donc des objets qui naissent et qui meurent sans laisser de traces. Et parfois se manifeste une forme de joie, d'excitation ou de... Voilà. Et qu'est-ce que je peux en dire? C'est que je discerne ce mouvement et je vois qu'il est teinté d'un mécanisme égotique, par exemple. Prenons un exemple très concret. La joie qui est ressentie quand notre, parce qu'on s'identifie aussi à une équipe de football. Alors, je ne suis absolument pas le football, mais récemment, il y a Lens qui a gagné contre le PSG, je crois. Et j'ai entendu ces manifestations de joie dans la rue. Cette joie, elle a un objet. Mon équipe a gagné. Et donc, mon équipe a battu l'autre. Vous voyez, donc il y a une comparaison. Il y a deux clans. Il y a rien de mal à ça. Mais c'est une joie, pour moi, égotique. Elle a un objet. Et en plus... elle est un peu teintée de fierté et de, comment dire, de ce fait, elle n'inclut pas finalement l'autre équipe. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc, les émotions qui peuvent être considérées comme positives ou négatives par le moi, par le processus égotique, en réalité, maintenant, voilà, ce sont des émotions et elles sont la manifestation dans l'expérience voilà, donc ce sont des objets. Bref, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Et donc pour en revenir à l'amour et à cette demande en mariage, l'amour qui est évoqué quand j'exprime je suis la paix, la joie, l'amour, c'est l'amour de l'accueil inconditionnel de tout ce qui est.
Et donc, quel rapport avec l'amour, ce qu'on y met quand on parle d'amour dans cette vie. J'aime mon mari, j'aime mes enfants. Alors vous voyez, j'aime le chocolat, j'aime faire du yoga. C'est un mot un peu galvaudé, fourre-tout. Et qu'est-ce que c'est en fait que cela? Et donc, alors je ne sais pas hein, ce qui se passe dans cet organisme corps-mental qui est en fait l'expression qui est aussi le soi qui manifeste voilà, une demande en mariage. J'imagine que voilà, il y a mais il y a besoin d'exprimer cet amour. C'est beau d'aimer, c'est un mouvement qui est magnifique. Quand on tombe amoureux, il y a tellement d'écho à ce que nous sommes, dans le sens où être amoureux, ça... Déjà, l'autre, enfin ce qui est l'objet de notre amour est vu comme étant beau, sous tous ses aspects, hein. On dit l'amour rend aveugle. Il y a ça réveille une sorte de vitalité. La vie paraît tellement plus légère. Il y a aussi toute la sensualité, je dirais, qui est associée. On a l'impression de redécouvrir tous les petits plaisirs. Tout nous semble tellement plus beau, plus vivant, plus intense aussi. Et donc ça, c'est le reflet, effectivement, de ce que nous sommes. C'est le reflet de cet amour inconditionnel. Sauf qu'il se porte sur un objet. Alors, ce que je mets derrière objet, c'est un autre individu. Et que c'est un amour qui paraît conditionné par cet autre qui vient faire finalement miroir de l'amour inconditionnel que nous sommes. Alors il n'y a rien de mal à ça, hein, c'est très beau, mais ce n'est un amour voilà, qui a un objet et donc qui deviendra souffrant si l'objet ne répond pas à ce besoin, si cet objet révèle des défauts, entre guillemets, des aspects qui ne sont plus considérés comme beaux par l'autre personne parce que, voilà, les hormones, etc., diminuant, il y a des trucs... Enfin bon, voilà, je vais peut-être pas m'étendre sur le sujet, mais je suis déjà à 38 minutes. C'est une vidéo extrêmement longue qui est complètement décousue, qui parle dans tous les sens, j'en suis consciente. Mais voilà, elle est sortie telle qu'elle et elle répondait peut-être à plusieurs commentaires, oui, parce que c'est un peu frustrant parfois pour moi de voir que c'est compliqué de répondre à un petit commentaire et des fois je me dis « Ah mais là est-ce que j'étais suffisamment précise, etc. etc. » Bref, j'arrête, c'est déjà beaucoup trop long.